Smartphone, ordinateur, console, le numérique a envahi toutes les sphères de notre environnement, y compris les chambres d'enfants. À l'école aussi, l'enseignement assisté par ordinateur progresse. Les médias numériques révolutionnent la transmission du savoir. Mais sont-ils vraiment un plus pour l'apprentissage ou rendent-ils tout simplement idiots, comme l'affirment certains experts? Salut, ça y est, bienvenue dans Xenius. Salut. Pour nous, c'est normal de toujours avoir notre smartphone ou notre tablette à proximité, de consulter nos mails, De vérifier un truc sur Internet. ou de communiquer. Sauf qu'on n'a pas grandi avec tout ça. C'est vrai. Du coup, nous savons qu'il est possible de vivre sans toute cette technologie. Mais j'imagine que pour la génération Internet, c'est différent. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à l'influence des médias numériques sur le quotidien des élèves. En quoi modifie-t-il l'apprentissage et quel est le réel impact des jeux vidéo? Pour le savoir, Adriane et moi allons retourner sur les bancs de l'école. C'est un sujet qui suscite une vive polémique. Un médecin allemand prétend même que les médias numériques rendent les enfants idiots. Obèse, dépressive, démente, le neurologue Manfred Spitzer n'y va pas par quatre chemins pour définir la génération Internet dans son livre à succès « La démence numérique ». Pour lui, ordinateurs et smartphones compromettent le développement du cerveau. Et plus l'usager est jeune, pire c'est. Depuis l'apparition des médias numériques, certaines zones du cerveau, chez les jeunes enfants en particulier, ne sont plus du tout stimulées. Si je ne fais que balayer une surface lisse et plane de la main, mon sens tactile n'est pas sollicité. Or, si le toucher n'est pas sollicité, et si les aptitudes motrices complexes ne le sont pas non plus, comme quand on attrape des objets, les aires primaires de mon cerveau n'apprennent rien. On pourrait penser que ce n'est pas grave, mais ça l'est. Car ces aires primaires fournissent des données nécessaires aux aires cérébrales plus complexes. Et si elles ne le font pas, le cerveau ne peut pas suivre son évolution normale. Voilà pourquoi les médias numériques sont terriblement dangereux, en particulier pour les cerveaux en plein développement. Le chercheur étudie les rapports entre processus d'apprentissage et mémoire. Mais qu'est-ce que le développement du numérique a à voir avec la démence ? Démence n'est pas un diagnostic ici, c'est purement descriptif. Dans rhumatisme, par exemple, il y a l'idée de douleur qui se répand. Dans démence, il y a dé, qui induit une déchéance, et mens, l'esprit. C'est un effondrement de l'intelligence. Mais on oublie souvent que, comme dans toute chute, plus on part de haut, plus il faut de temps pour arriver en bas. C'est pourquoi il est très important que le cerveau se développe bien dans l'enfance et l'adolescence. Car si une maladie s'attaque aux cellules nerveuses, la décadence sera plus lente. C'est précisément ce que l'on observe dans la démence. Si le cerveau est bien développé, la démence peut ne pas apparaître, alors que la maladie d'Alzheimer est déjà bien visible dans les cellules cérébrales. Les enfants plongés dans l'univers des tablettes dès le plus jeune âge n'apprennent pas comment les choses se passent dans la réalité. Pour Manfred Spitzer, ces divertissements numériques font d'énormes dégâts. Avec les ordinateurs, il n'y a pas de travail intellectuel à fournir. Il ne faut donc pas les utiliser là où l'esprit est sollicité. Ces machines ne facilitent pas l'apprentissage, elles lui font obstacle. Il n'y a aucune raison de mettre des ordinateurs dans les maternelles, le primaire ou le secondaire. Aucune étude existante ne prouve que c'est un plus. Au contraire, elle montre que l'attention des enfants se relâche, qu'ils sont distraits et que leur capacité d'apprentissage diminue. En marge de ses recherches, le neurologue voyage beaucoup. Il donne des conférences, participe à des tables rondes, présente les dernières études en date. Aujourd'hui, les effets néfastes des écrans à LED dont la lumière bleue perturbe notre sommeil. Si le grand public savait à quel point certaines choses sont nuisibles. Ces 3 dernières années, nous avons publié nombre d'informations sur tout ce qui peut se passer si vous consultez vos SMS moins d'1 heure avant de vous coucher, par exemple. Eh bien, vous pouvez être sûr de mal dormir. Et le lendemain, votre cerveau pensera que c'est encore la nuit. De la même manière, l'enfant va manquer de sommeil et en classe, son cerveau croira que c'est encore la nuit. Ce n'est pas bon du tout pour les apprentissages. Si l'on sait tout cela, on peut adapter son comportement afin de profiter des nouvelles technologies et de leurs avantages.
Mais il faut éviter les risques et les effets secondaires, car elles en ont, comme toute chose qui a des effets positifs. C'est à votre médecin de vous en informer. Et dans ce cas précis, c'est moi. Manfred Spitzer est un chercheur qui s'applique à rester au plus près des réalités. Je voudrais faire changer les choses. Pas seulement emmagasiner des connaissances, les mettre en application aussi. Préserver la santé des gens, les prévenir de ce qui les menace, c'est mon métier. Et si je peux le faire en donnant des conférences, je le fais. Je pense avoir accompli des choses déjà, et je serais ravi d'en accomplir davantage encore. Alors, même si ses thèses sont largement décriées, Manfred Spitzer est bien décidé à poursuivre sa croisade. Le professeur Manfred Spitzer est clairement contre la généralisation du numérique chez les jeunes. Mais il est loin de faire l'unanimité parmi les experts. Voyons un peu ce qu'en disent des professeurs qui utilisent quotidiennement ce genre d'outils avec leurs élèves. Nous allons rencontrer une enseignante qui peut parler en connaissance de cause. Pour elle, les médias numériques sont plutôt une chance. Katharina Heinen dirige l'école Henri Arnischfeger, près de Francfort. Cet établissement propose des cursus avec options informatique et sciences du numérique. Le professeur Spitzer trouve les médias numériques très préoccupants pour le développement des jeunes enfants. Qu'en pensez-vous ? Je connais l'ouvrage de M. Spitzer. Je l'ai lu. On peut lui donner raison sur certains points, en particulier l'apprentissage du mouvement et de la motricité. En effet, les enfants, même très jeunes, passent de nombreuses heures devant les médias numériques et les smartphones de nos jours. Ça limite considérablement leur mouvement. Et beaucoup d'enfants ont trop peu d'activités sportives. Sur quel point n'êtes-vous pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord quand il dit que cela nuit à l'apprentissage scolaire. Au contraire, la compétence médiatique et son acquisition font partie de la mission de l'école. Et nous la prenons très au sérieux ici. À propos de compétences, ceci s'adresse à des élèves de quel niveau ? C'est un exercice destiné à des enfants de CE1. Je vous propose d'essayer. Vous verrez ce qu'un élève de cet âge est déjà capable de programmer dans notre école. Je vais réveiller le crocodile. Attention. C'est complexe déjà. Un moteur, une cellule photoélectrique, Un adaptateur. c'est une séquence de programmation toute simple en fait. À gauche, à droite, stop, lancer le son. C'est génial. Ça m'aurait plu à l'époque. Quel est le rôle des parents qui sont parfois dépassés par la technologie ? La première chose qu'ils doivent faire, c'est parler avec leurs enfants. C'est important de savoir ce qu'ils font sur Internet, où ils vont, et de vérifier que les contenus qu'ils regardent ou qu'ils recherchent sont bien adaptés à leur âge. Merci beaucoup. S'il faut des règles concrètes pour Internet, il en faut sûrement aussi pour les jeux vidéo. Car pour bien des experts, ils sont tout aussi préoccupants. Jouer, c'est agréable. Mais les jeux vidéo font plutôt peur, aux parents surtout. On les suspecte généralement d'être nocifs et de rendre bêtes. La neurologue Simone Kuhn leur a consacré une étude. Mon idée première était effectivement qu'ils pouvaient être nuisibles et entraîner une atrophie de certaines zones du cerveau si l'on ne pratiquait que ce genre d'activité, en attendant passivement la récompense. La neurologue fait jouer 24 enfants et adolescents sur une console placée à l'intérieur d'un appareil IRM. Une demi-heure par jour chacun, pendant 4 semaines. Le type de jeu vidéo choisi, un jeu de plateforme, requiert une intelligence spatiale et une bonne réactivité. Simone Kuhn relève les traces laissées par ces activités virtuelles dans le cerveau des jeunes joueurs. La région de l'hippocampe, ici, est plus développée chez les joueurs. Cette zone commande en premier lieu la mémoire et la navigation dans l'espace. Là-dessous, c'est le cortex préfrontal. Il joue un rôle majeur pour tout ce qui est prévision, stratégie. Et voici le cervelet, associé à la motricité fine. Autrement dit, le cerveau apprend à bien utiliser cette console, et notamment à affiner les mouvements manuels. En clair, les jeux vidéo stimulent la motricité fine au niveau des mains
et la croissance des cellules dans certaines régions du cerveau. Un plus pour la mémoire. En testant ces jeux, nous avons découvert des effets d'une ampleur jamais vue. On ne peut pas affirmer au vu des résultats que les jeux vidéo rendent tristes, dépressifs ou plus anxieux. Nous n'avons pas trouvé la preuve non plus que certaines régions cérébrales s'atrophiaient. Si l'on en croit l'étude de Simone Kuhn, c'est clair, les jeux vidéo n'abêtissent pas les enfants. Mais tous ne sont pas aussi inoffensifs que ceux qu'elle a étudiés. À l'Université de Genève, le professeur Daphné Bavelier a réalisé une série d'études sur des jeux vidéo réservés aux plus de 18 ans. Des jeux high score offrant de très nombreuses stimulations virtuelles, ce que l'on appelle des jeux de tir subjectifs. Les jeux dont nous parlons n'ont pas vraiment la réputation d'être bons pour le cerveau. Bien des gens les jugent stupides, voire nocifs. Ils suscitent beaucoup de préjugés. On croit savoir, mais sans en avoir vraiment la preuve scientifique. C'est pourquoi la neurologue a choisi des volontaires non familiers de ce type de jeux vidéo. Au bout de plusieurs semaines, elle vérifie si leur capacité d'attention a évolué. Les joueurs doivent se concentrer sur les smileys bleus qui apparaissent à l'écran. Quand tous deviennent jaunes, ils doivent se rappeler lesquels étaient bleus. Grâce à des études comparatives, Daphné Bavelier sait que les personnes non entraînées peuvent suivre jusqu'à 4 points. Les joueurs de jeux de tir subjectifs, eux, peuvent se concentrer sur 6 ou 7 à la fois. L'attention est supérieure chez les joueurs de jeux vidéo, mais pourquoi? Sont-ils moins distraits par des informations inutiles? On ne peut pas interroger ces gens sur des choses auxquelles ils n'étaient pas censés accorder d'attention durant l'expérience. En revanche, l'électroencéphalogramme permet d'étudier précisément ce que le cerveau fait des informations sans importance pour la tâche à effectuer. Dans l'expérience suivante, Daphné Bavelier cherche à savoir si les joueurs occultent plus facilement les signaux parasites. Sur l'écran, des lettres et des chiffres défilent à vive allure. Les participants doivent se concentrer sur le carré de droite et ignorer les autres. Chaque fois qu'un chiffre apparaît à droite, ils doivent appuyer sur une touche. Les données collectées amènent Daphné Bavelier à conclure que les joueurs de jeux de tir subjectifs ont appris à mieux focaliser leur attention. D'autres résultats de l'étude viennent confirmer le bilan des électroencéphalogrammes. Des études très intéressantes ont été menées avec des chirurgiens, surtout des spécialistes de la cœlioscopie. Dans cette chirurgie mini-invasive, tout se fait via l'écran, comme pour un jeu vidéo. Or, plusieurs études montrent que les chirurgiens adeptes de ces jeux sont meilleurs. Ils sont plus rapides et font moins d'erreurs que leurs confrères plus âgés et plus expérimentés. C'est au point qu'aujourd'hui, on envisage d'intégrer des jeux vidéo dans la formation des chirurgiens. Vous voyez, même avec ces jeux vidéo-là, le cerveau ne régresse pas. À l'école Henri Arnischweger, les jeux vidéo ne sont pas au programme pour autant. Mais depuis 2011, les collégiens peuvent faire tout leur cursus avec l'option informatique. On va aller voir comment les cours se passent. Et pour ça, nous allons nous mêler aux élèves. Lothar Klinkhammer enseigne les maths, la physique et l'informatique de la 6e à la seconde. Et il est spécialiste des médias numériques. Bonjour. Bonjour. Je suis Émilie. Et moi, c'est Adriane. Bonjour. Bonjour. Désolé, on est en retard. Pas de problème. Il reste une place à côté de Félix. Allez vous asseoir. Et moi, je reste à côté du professeur. Quel est le programme aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons faire de la géométrie. Il s'agit de construire des triangles. Et on se sert de ça? D'une tablette numérique, oui, car c'est l'option informatique. Les élèves ont d'abord appris à dessiner avec une équerre et un compas. On passe maintenant à la transposition numérique.
Cet élève a déjà un problème. J'ai oublié ma tablette à la maison. Sans tablette, ce n'est pas possible. C'est mon jour de chance. Merci. Il y a quelques applis dessus. Je vois, oui. Géographie, biologie, chimie, physique, maths. Félix, tu lui montres? L'exercice est le suivant. Nous avons 3 côtés, A, B et C. Il suffit de relier les 2 extrémités avec le point d'intersection des cercles pour obtenir notre triangle. Vous faites cela en vous appuyant sur la feuille de travail que je vous ai distribuée. Toutes les indications s'y trouvent. Je peux regarder? Oui. C'est le problème à résoudre. On a besoin d'une droite et d'un cercle, c'est ça? Oui. Dis entre nous, comme on a le Wi-Fi sur les tablettes, on pourrait surfer sur Facebook et Instagram, non? On pourrait, oui, mais on n'a pas le droit. Et vous obéissez, bien sûr. C'est ça, enfin, ouais. Bon, il y a un deuxième exercice, je me remets au boulot. Le grand art, les angles? Oui, super. Quelle est la différence pour vous, en tant qu'enseignant? C'est plus exigeant. Les élèves ont plus à faire que s'ils travaillaient simplement avec un papier et un crayon. Et en ce qui nous concerne, la transmission de compétences numériques fait aussi partie de notre mission éducative, y compris en cours de maths. Quels sont les autres plus de l'option informatique? Maintenant, il existe des plateformes interactives sur Internet qui viennent compléter les cours. Khan Academy, par exemple, qui est accessible en plusieurs langues et que j'ai contribué à traduire en allemand. C'est un excellent moyen de rappeler le contenu du cours aux élèves ou de l'approfondir et de les stimuler là où ils en ont besoin. Décidément, cette école et ses enseignants sont vraiment à la pointe de la modernité. Quelles sont les méthodes d'apprentissage et la philosophie de la Khan Academy? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Apprendre avec des logiciels intelligents comme et quand on le souhaite. Pour Salman Khan, il n'y a pas mieux. L'homme n'a jamais pu se concentrer vraiment plus de 10-15 minutes d'affilée. Cela a été prouvé dans les années 70, bien avant qu'Internet ne devienne ce phénomène de masse. Au bout de 15 minutes, l'attention retombe. Chacun de nous a connu ça à l'école. La différence, c'est que les générations précédentes l'acceptaient. La génération actuelle se dit qu'il y a peut-être une meilleure façon de faire. Salman Khan a eu l'idée de réaliser des vidéos explicatives sur différents sujets de mathématiques, de les assortir d'exercices et de les mettre en ligne. Celui qui parvient à résoudre ces exercices obtient des points, comme dans un jeu vidéo. De ces simples cours de maths en vidéo est née une plateforme éducative qui compte plus de 6 millions d'utilisateurs dans le monde. Salman Khan a conçu les premiers exercices dès 2006. Après avoir donné des cours particuliers en vidéo à mes cousins pendant 6 mois, j'ai décidé de concevoir un petit logiciel en ligne qui leur permette de s'entraîner en faisant des exercices. Là, j'ai commencé à chercher un nom d'adresse web. Comme il s'agissait de ma petite école en ligne pour mes cousins et que je m'appelle Khan, j'ai pensé à Khan Academy. Ça avait un côté prestigieux. Et comme ce nom de domaine était encore disponible, j'ai appelé mon site comme ça. Depuis, sa plateforme éducative gratuite englobe plusieurs matières et elle existe en 4 langues à ce jour, dont le français. En quoi la Khan Academy est-elle aussi intéressante à vos yeux? La Khan Academy offre aux élèves la possibilité de réviser la matière à leur rythme, chez eux ou en cours. Et ça leur permet d'approfondir sans avoir à solliciter quelqu'un. Tu as vu ce bouton en bas? Aidez-moi un peu. Aidez-moi un peu, j'aimerais un indice. Exactement. Ça aussi, c'est formidable. Non seulement on peut vérifier ses réponses, mais si on est bloqué, on peut demander de l'aide
et l'obtenir aussitôt. Dans quelle mesure cela modifie-t-il vos cours? Ça me permet de m'occuper davantage des élèves qui ont besoin d'être stimulés, qui ne comprennent pas aussi bien que les autres. Et grâce à ce système, les élèves plus rapides peuvent avancer relativement vite. La Khan Academy et l'apprentissage numérique en général ne vous rendent pas superflus en tant qu'enseignant? Au contraire, ça ne remplace pas le prof, il change simplement de fonction. C'est plus un rôle d'accompagnement. Grâce à cette numérisation du travail, j'ai beaucoup plus la possibilité de m'occuper des élèves individuellement. Merci de nous avoir permis de retourner sur les bancs de l'école aujourd'hui. Merci, Monsieur Klinkhammer. Je vous en prie. Mais on peut utiliser les médias numériques de manière très différente encore, pour apprendre en jouant. C'est le principe génial suivi par une école new-yorkaise. On passe nos journées devant l'ordinateur, comme ça. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment fun, pas comme dans les autres écoles. C'est plus amusant, on s'accroche, on se dit pas « Oh, faut apprendre ça, mais oh, trop bien, je veux faire ça !» Tant qu'on est petit, on apprend en jouant. Mais en règle générale, ça s'arrête dès l'entrée à l'école. On ne mélange pas jeu et apprentissage. À l'école Quest to Learn de New York, c'est différent. Son nom évoque un jeu vidéo et effectivement, les jeux, numériques surtout, y sont au cœur de l'enseignement, de la 6e à la 4e. Le programme scolaire est élaboré par des enseignants et des concepteurs de jeux. Robert Gehorsam, l'un des initiateurs du projet, est convaincu que les jeux vidéo favorisent l'apprentissage. Nous avons découvert que les comportements, la culture qui ont émergé autour des jeux et des médias numériques pouvaient vraiment s'appliquer au type d'enseignement que nous souhaitions voir dans les écoles. Alors nous avons pris les meilleurs éléments. La coopération, la pensée stratégique et systémique, la créativité qui amène les enfants à inventer des jeux. Et nous avons cherché la meilleure manière de transposer tout ça dans l'éducation, dans les écoles. Mais comment transmettre des faits concrets de cette manière? En cours de biologie, par exemple, quand le corps humain est au programme. À l'école Quest to Learn, on explore cette thématique à travers un conte moderne. C'est un médecin, le Dr Smalls, qui s'est miniaturisé pour se faufiler dans le corps de l'un de ses patients et tenter d'y découvrir sa mystérieuse maladie. Sauf qu'en rapetissant, il a oublié tout le vocabulaire médical. Alors il demande de l'aide à mes élèves, qui sont impatients d'en savoir plus sur le corps humain pour pouvoir sortir le pauvre Dr Smalls de là. L'histoire est un peu simpliste, bien sûr, et les enfants savent que c'est un jeu. Mais ça les amuse tellement de participer à cette aventure qu'ils sont tout de suite intéressés. Cela permet aussi de leur apprendre de manière ludique à se servir d'un microscope, par exemple. Car pour obtenir les informations nécessaires au sauvetage du Dr Smalls, ils doivent savoir l'utiliser parfaitement. L'aventure tient les enfants en haleine pendant la moitié de l'année scolaire. Ici, on n'apprend pas par matière, mais par domaine. Quest to Learn mise sur l'interdisciplinarité. Je n'ai jamais travaillé pour une émission de télé, ni écrit au sein d'un pool créatif. Mais ça doit être assez proche de ce que je fais ici. Quand on réfléchit ensemble à la manière de transformer le programme scolaire en jeu, c'est une mission qui demande beaucoup de créativité. Et plus vous êtes ouvert, mieux c'est. Les élèves eux-mêmes contribuent à l'élaboration des jeux vidéo, de bricolage ou de cartes. Quel rapport y a-t-il entre la police et les cellules? C'est un organite. Une membrane cellulaire. Une membrane cellulaire, oui. Et pourquoi la police? La membrane cellulaire décide qui peut entrer ou sortir. Comme la police. Les détracteurs de cette méthode d'enseignement doutent qu'elle permette de transmettre des contenus et considèrent que les élèves apprennent plutôt la systématique de l'apprentissage. C'est la grande question. Les élèves de Quest to Learn assimilent-ils les mêmes contenus que dans les écoles conventionnelles? Et comment s'en sortent-ils par rapport aux autres?
Nous tenions à passer les mêmes examens que les autres, pour démontrer que notre approche fonctionnait dans n'importe quel contexte. Et je suis heureux de vous dire que nos élèves réussissent très bien à tous les examens standards. Les élèves sont même au-dessus de la moyenne des autres écoles. Si cette méthode éducative est toujours controversée, les résultats sont éloquents. De toute évidence, les médias numériques ont de l'avenir pour aider à l'apprentissage. Et plus tôt les enfants apprennent à les utiliser intelligemment, mieux c'est. Finalement, tout repose aujourd'hui encore sur ceux qui leur transmettent le savoir et les accompagnent tout au long de leur scolarité. Je veux bien sûr parler des enseignants, dont le rôle reste indispensable. On vous dit à bientôt, restez curieux. À la prochaine. Ah oui, et l'école est finie.